Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mercredi 25 novembre au Mali. L'enquête sur la prise d'otage et l'attentat de vendredi dernier à l'hôtel Radisson de Bamako se poursuit. Hier, Wolfgang Neumann, le patron du groupe hôtelier Résidor, qui gère l'établissement où se sont déroulés les faits, a assuré en conférence de presse que l'hôtel était bien sécurisé le jour du drame. 3 gardes armés y étaient en effet présents. À l'heure actuelle, le bilan est de 6 Maliens tués, 3 employés, 2 gardes, 1 gendarme. Et par ailleurs, 14 clients étrangers ont également péri dans cet attentat. Il s'agit de 6 Russes, 3 Chinois, 2 Belges, une Américaine, un Sénégalais et un Israélien. Le bilan prend également en compte les 2 assaillants morts et dont la nationalité est toujours inconnue. Hier, une centaine d'employés de l'hôtel se sont rassemblés à l'entrée de l'établissement afin de saluer la mémoire des victimes. Bien que toujours fermé au public, le patron du groupe hôtelier a tenu à déclarer que l'hôtel Radisson de Bamako rouvrirait rapidement et que les terroristes ne gagneraient pas. Le dirigeant du groupe Résidor a par ailleurs rendu visite aux familles endeuillées et aux blessés. Reçu par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta également, M. Neumann a également précisé hier que parmi les employés de l'hôtel qui ont été tués figuraient 2 gardiens et 3 employés maliens. Je vous propose d'écouter le reste de cette déclaration. Nous avons perdu 3 membres de notre personnel ainsi que 2 membres de nos services de sécurité. Nous partageons le douleur avec ces familles. J'ai rencontré ces familles, je les ai écoutées, je les ai assurées de leur soutien d'aujourd'hui, demain et dans les semaines à venir. Parce que dans un événement comme ça, on doit y faire face ensemble. J'étais aussi rendre visite à l'hôpital, où nos membres du personnel qui sont blessés, où il y en a 2. Ces 2 personnes ont traversé une expérience tragique et on va faire tout le nécessaire qu'ils puissent se remettre le plus vite possible et recommencer à l'hôtel. Étaient sauvegardés par 3 gardes armés le matin même où l'attaque avait lieu. Je ne sais pas un autre hôtel à Bamako qui avait 3 services de sécurité armés devant l'hôtel à ce moment-là. Donc le service était présent. Évidemment, nous allons faire l'enquête et nous allons revoir les événements et avec le gouvernement ensemble. Nous avons fait le nécessaire pour encore augmenter le service de sécurité dans le futur. L'UNPOL, la police des Nations Unies au siège de la MINUSMA, est actuellement en train d'analyser les armes des assaillants. Ces experts se penchent sur 2 fusils d'assaut utilisés pendant l'attaque, précisément des Kalachnikov de type AK-47. Je vous propose d'écouter ces détails fournis par cet officier français de l'UNPOL qui assiste techniquement les autorités maliennes dans cette enquête. On a fait des investigations sur les armes qui ont été retrouvées à l'hôtel Radisson auprès des terroristes lorsque nous sommes intervenus sur les lieux. Ces 2 armes nous ont été confiées par la police malienne. On est là en support, la MINUSMA est là en support technique pour la police malienne. Donc les investigations qu'on a faites aujourd'hui devant vous, c'était uniquement l'objet de photographies avec des détails sur les numéros et sur quelques détails autres de fabrication et autres qui vont pouvoir nous permettre de tracer ces armes, savoir de quel stock elles proviennent, de quelle fabrication. En tout état de cause, effectuer une recherche d'empreintes sur une arme qui a été manipulée par beaucoup de personnes, ça n'apporterait aucun élément. Et on peut retracer ce lot, savoir si ça provient des stocks de l'armée malienne, stocks qui ont été pillés en 2012 lors des événements, ou si c'est une importation illégale d'un pays autre.
Et alors que vous l'avez vu, toutes les forces travaillent conjointement à résoudre cette enquête, la MINUSMA, les spécialistes français en criminologie ou encore les autorités maliennes, eh bien la télévision publique malienne, elle aussi, participe. Elle diffuse depuis lundi un appel à témoins. Alors toute personne qui détient des informations sur les 2 assaillants tués doit contacter la police nationale malienne. Par ailleurs, au moins 3 complices présumés étaient encore recherchés hier mardi. Au nord du continent, l'enquête continue aussi concernant l'attentat qui a frappé hier un bus de sécurité présidentielle en Tunisie en fin d'après-midi. 3 mois environ après l'attentat revendiqué par l'État islamique et qui avait fait 38 morts près de Sousse, eh bien le président tunisien Béji Caïd Essebsi a annoncé la réinstauration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire. M. Essebsi a aussi proclamé un couvre-feu sur le Grand Tunis à partir de 21h hier, et ce jusqu'à 5h ce mercredi matin, et ce jusqu'à nouvel ordre selon ses termes. L'explosion du bus hier a fait au moins 12 morts parmi les agents de la sécurité présidentielle qui l'occupaient. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Walid Loughini, a qualifié cette attaque qui s'est produite près d'une principale artère de la capitale Tunis d'acte terroriste. 20 agents sont également blessés, dont au moins un grièvement selon le ministre de la Santé. Du nouveau également dans l'enquête sur les attentats du vendredi 13 novembre à Paris, en France. Jawad Ben Daoud, l'homme qui est soupçonné d'avoir fourni un logement de repli à 2 auteurs des attentats de Paris, dont Abdelhamid Abaoud, a été mis en examen et incarcéré provisoirement hier. Jawad Ben Daoud, que vous voyez à l'écran le 18 novembre dernier lors de l'assaut à Saint-Denis, il répondait alors aux policiers et aux journalistes qu'il n'était pas au courant des intentions des personnes qui étaient venues chez lui. Jawad Ben Daoud est mis en examen notamment pour association de malfaiteurs, criminels en relation avec une entreprise terroriste, et également pour détention en bande organisée d'explosifs et d'armes en relation avec une entreprise terroriste. Encore de nouveaux éléments dans l'enquête des attentats de Paris. Le procureur de la République de Paris a apporté plus de précisions sur le déroulement de ces attaques du 13 novembre dernier et sur les personnes qui sont recherchées surtout. Il s'est exprimé en conférence de presse hier après-midi. Écoutez. Le commando des attaques des terrasses en plein cœur de Paris, composé d'Abdelhamid Abaoud, de Brahim Abdeslam et d'un 3e individu non identifié qui, je le répète, pourrait être le kamikaze de l'appartement de Saint-Denis, logé lui aussi à Bobigny, et parti de ce logement à bord du véhicule Seat à 20h38. Le téléphone portable utilisé par Salah Abdeslam borne non loin de là. Et la seconde, c'est que c'est un gilet explosif qui est exactement de la même fabrication que les autres. Donc il y a tout lieu de penser que c'est la même chose et que ça a été abandonné par quelqu'un qui s'en allait. À ce jour, Salah Abdeslam est en fuite et la coopération internationale, notamment avec les autorités judiciaires et policières belges, se poursuit pour le localiser. Au vu de ces éléments, j'ai requis à son encontre la délivrance d'un mandat d'arrêt international et j'ai également requis la délivrance d'un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'individu belgo-marocain dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'on a également appris du procureur qu'Abdelhamid Abaoud, cet organisateur présumé des attentats du 13 novembre, avait aussi projeté avec un complice de se faire exploser dans le quartier d'affaires parisien de la Défense la semaine suivante. Monsieur Abaoud qui était de plus revenu sur les scènes de crime juste après les attentats. À l'international, une prise d'otage a eu lieu hier soir dans le nord de la France. 3 membres d'une même famille ont été détenus pendant 2 heures hier soir dans la ville de Roubaix par des hommes armés. Depuis, la préfecture du Nord a indiqué qu'elles avaient été mises en sécurité. Les otages qui sont restés captifs depuis environ 19 heures, heure locale, ont pu être libérés grâce à l'intervention du RAID et l'un des malfaiteurs aurait été tué selon le procureur Frédéric Fèvre. Il précise aussi qu'un autre assaillant a été retrouvé vivant et placé en garde à vue alors que plusieurs autres sont toujours en fuite et recherchés. Le procureur a tenu à souligner par ailleurs que cette prise d'otage était une opération de grand banditisme et non une opération terroriste. Les malfaiteurs ayant tenté de prendre en otage le directeur d'une banque pour lui faire ouvrir ce coffre. Interrompu par l'intervention des policiers de la brigade anticriminalité, il s'était alors abattu sur sa famille. Aux États-Unis, la ville de Chicago est sous haute tension depuis l'inculpation pour meurtre d'un policier. Des manifestations se sont réalisées hier soir après la diffusion par la police d'une vidéo. Dans ce film que vous voyez à l'écran qui date de 2014, on montre un policier eurodescendant qui abat un jeune adolescent afro-américain de 16 balles. Le chef de la police ainsi que le maire de Chicago ont lancé hier un appel au calme, peu avant de rendre publique cette vidéo très choquante, comme vous l'imaginez. Une vidéo qui risque d'exacerber
exacerber évidemment les tensions raciales déjà présentes dans cette troisième ville des États-Unis, et ce après des abus policiers similaires ces 18 derniers mois dans le pays entier. Des centaines de personnes ont donc commencé hier soir à se rassembler sur diverses artères de la métropole de Chicago. Ils ont bloqué la circulation et quelques échauffourées ont éclaté avec les forces de police. Le policier Jason Van Dyke, qui est inquiété, a 37 ans et il est inculpé de meurtre avec préméditation à l'encontre du jeune Laquan McDonald, âgé alors de 17 ans. Ce genre de poursuites visant un policier sont extrêmement rares aux États-Unis. Terminons notre flash information avec cet orchestre militaire pas comme les autres. Au Pakistan, dans le désert du Cholistan, l'armée bichonne une centaine de dromadaires. Et pour cause, vous allez le voir, ce sont les stars d'un improbable orchestre militaire de cornemuse à dos de dromadaires. Reportage. Inspection des troupes, dernière retouche et le spectacle peut commencer. Cet ensemble fait la fierté de l'armée pakistanaise. Un orchestre de cornemuse à dos de dromadaire rattaché à l'unité des rangers du désert du Pendjab. Les frères ennemis indiens ont une fanfare similaire dans leur armée, mais leurs camélidés à eux transportent des cuivres. Si mes hommes disent que notre ennemi, nos homologues, ont un orchestre de ce type, alors nous devons aussi en avoir un, pour être sur un pied d'égalité, pour que nos troupes ne perdent pas le moral, qu'elles se sentent motivées et fières que nous ayons aussi un orchestre de ce type. Nous ne sommes inférieurs à personne. Auparavant, les dromadaires étaient utilisés pour transporter eau, essence et troupes dans le désert, près de la frontière indienne. Mais des centaines d'entre eux ont perdu leur raison d'être avec l'avènement des véhicules tout-terrain. L'idée est ainsi née l'année dernière de leur mettre des musiciens sur le dos. Le sous-officier Mohammad Iqbal a été chargé d'entraîner les hommes et leurs montures. Ce n'est pas un boulot facile du tout, ni pour le cavalier, ni pour le musicien, qui sont tous les deux assis sur le dromadaire et doivent contrôler la mélodie et l'instrument. C'est encore moins facile quand nous défilons, parce que ça bouge beaucoup quand la bête avance. 170 dromadaires habitent et s'entraînent dans cette ferme qui est aussi une base militaire. Mâles et femelles sont logés séparément et tous doivent être choyés et surveillés de près. C'est un travail compliqué de s'occuper des dromadaires, de les emmener paître, les nourrir le soir et toujours garder un œil sur eux. Ils peuvent facilement se battre, ce qui entraîne des blessures. L'orchestre a joué ses premières notes en public en mars dernier à Islamabad, la capitale, lors de la journée nationale pakistanaise. Ses membres ont hâte de montrer leur savoir-faire ailleurs, chez eux comme à l'étranger. Reste à savoir si les bêtes, elles, ont la même soif de réussite. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 25 novembre 2015. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi, pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.